le lien social qui est une matrice des grandes transformations qu'on connaît aujourd'hui, autant au plan sociologique, social, qu'au plan économique. Et ce lien que aujourd'hui certains voient essentiellement comme tourné autour de l'individu et de l'individualisme me paraît être plutôt un lien orienté vers le relationnel. Je crois qu'une des meilleures illustrations, elle est avec la naissance d'Internet, en tout cas, si ce n'est la naissance avec le développement d'Internet, qui n'aurait pas été possible sans cette notion de réseau, qui est que les individus vivent aujourd'hui dans des réseaux, virtuels ou réels, mais ils vivent en réseau, et jamais, au fond, les contacts sociaux et les relations sociales n'ont été aussi nombreuses. D'une certaine façon, nous vivons dans une société du lien social. Alors, de quoi est fait ce lien social? Je crois que ce lien qui combine à la fois l'individu, le respect de l'individu et en même temps des valeurs collectives, c'est ce que j'appelle le lien d'association. Voilà. Pour moi, ce lien qui se développe, qui engendre une transformation même de l'économie de la connaissance, faire connaissance, comme on dit à travers les réseaux, qui enclenche aussi une révision du politique. Regardez ce qui se passe dans les pays arabes, toutes les révolutions qui viennent aujourd'hui sont des révolutions qui viennent de la société civile et des réseaux. Les révolutions arabes sont impossibles à penser sans le mobile, sans le portable. Toutes ces matrices s'enracinent dans des transformations du rapport social. L'intérêt de ça, c'est que une fois qu'on a compris quelle était la logique du lien social qui poussait, comme le lien de l'individu a poussé au moment de la Révolution française, à partir de là, on peut se mettre dans une perspective. Comprendre ce qui résiste et comprendre ce qui pousse et ce qui avance. Le lien social, certains pensent que les liens sont très différents, par exemple avec sa famille ou avec des étrangers, etc. Or, ce qu'il y a de magique dans le lien social, c'est que les liens sociaux sont les mêmes, se transforment historiquement, mais au fond ont la même configuration, aussi bien dans l'intime que dans le public. Je vais vous prendre un seul exemple. Les sociologues de la famille, donc dans la sphère plutôt privée, personnelle, les sociologues de la famille aujourd'hui parlent de la famille-association, comme par hasard. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien que les enfants sont plus indépendants, que ce sont eux les prescripteurs de la voiture de papa, etc., que les couples aujourd'hui, ils restent tant que ça fonctionne, donc ils fonctionnent en association, c'est plus pour la vie, pour la mort et au prix de tous les sacrifices. Donc l'association explique aussi les divorces, d'une certaine façon. Donc, oui, il y a bien des configurations particulières à des périodes historiques des formes du lien social. Entre le lien communautaire des sociétés anciennes, ce qu'on appelait les sociétés de la tradition, au lien moderne qui est effectivement fondé sur l'individu, mais il se trouve que l'individu est un terme général, mais que l'individu, en fait, a pris plusieurs visages. Aujourd'hui, je crois, même s'il y a toujours des pathologies mentales, mais aujourd'hui, un visage qui est essentiellement marqué par ce qu'on pourrait appeler des relations et une identité plurielle. Les individus vivent des modes relationnels extrêmement divers et à travers ça, vivent des identités multiples. Ce lien d'association est une matrice qu'on retrouve partout. On vient de le dire dans la sphère de l'intime, mais on le retrouve aussi si
On veut, pour donner un exemple, puisque vous citez l'entreprise, si on veut trouver un exemple dans l'entreprise, aujourd'hui, on fait travailler les individus sur ce qu'on appelle leur subjectivité, c'est-à-dire sur ce qu'ils peuvent apporter en tant que tels, leur créativité, leur sens de l'initiative, leur rapport aux autres, bref, tout ce qui constitue aujourd'hui, non plus le travail manuel, mais disons un travail de plus en plus conceptuel et intellectuel, eh bien ça, vous ne pouvez pas le faire en disant tu fais ça et pas autre chose. Vous êtes obligé de rentrer, y compris le patron, le N+1, le supérieur hiérarchique, est obligé de rentrer, si ce n'est dans une relation directement d'association, au moins dans une certaine forme de concertation. Et on ne peut pas, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être créatif comme on demandait à quelqu'un de visser un boulon hein, pour faire image. Et il se trouve aujourd'hui justement que ce travail est de plus en plus orienté vers ce que certains appellent le travail de l'artiste. Un travail dans lequel les qualités personnelles, individuelles, et donc ce qui les produit, devient essentiel. Donc, dans une interview avec un grand patron, il me disait, moi je ne veux pas qu'un salarié remplisse un emploi, je veux qu'il le crée, qu'il m'étonne, qu'il fasse quelque chose de nouveau. Bien sûr, c'est toute la question, et je pense que ça ne se fait pas. Donc je pense que ce qu'on appelle l'économie de la connaissance est devant nous. Nous n'y sommes pas encore. Enfin, nous y sommes qu'à moitié, avec l'utilisation qu'on appelle knowledge management. Les deux grands blocages de cette histoire sont les suivants. Il y a un blocage intra-entreprise, qui est celui de la hiérarchie, et en particulier du top management, qui fait que la reconnaissance de l'innovation, disons au niveau médium, au niveau middle management, engage des relations qui seraient complètement différentes. En particulier des relations salariales. Et en particulier, pas simplement des relations hiérarchiques. Donc, elle bouscule une culture traditionnelle de l'entreprise. Et même dans les entreprises high-tech, c'est pas si évident. Même chez Google, c'est pas si évident, même si ces entreprises représentent quelque chose qui est évidemment différent. Donc, il y a un premier obstacle qui est que d'une certaine façon, les managers sont sous-efficients. Donc il y a un vrai problème, c'est que la responsabilité du top management par rapport à la sous-efficience de l'économie en France est patente, en particulier avec nos grandes écoles en plus. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un point de blocage très fort à l'intérieur de l'entreprise. Le deuxième point de blocage, qui est plus subtil, il est que, évidemment, la production des compétences ou des capacités, comme on dit, si on se réfère plutôt au référentiel Amartya Sen, etc., ne s'acquiert pas dans l'entreprise, ni dans la formation professionnelle, mais s'acquiert dans des investissements précisément associatifs ou volontaires, dans des réseaux, dans des organisations type loi de 1901, dans lesquelles les individus développent leur propre singularité. Et aujourd'hui, l'objet créatif, l'objet qui permet effectivement d'avancer dans l'innovation, qui devient la clé de la performance économique, elle se situe justement en dehors de l'entreprise. Et tout le problème de l'entreprise, c'est de comprendre ça. Et de voir comment elle peut manager quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Et ça... Et comment capter une valeur qu'elle-même ne produit pas. Donc vous voyez, ça pose des problèmes d'organisation, pose des problèmes de redistribution de la richesse, redistribution monétaire, mais ça vous explique aussi pourquoi, d'une certaine façon, sur le long terme, le temps de travail se rétrécit et pourquoi les associations progressent énormément. Vous savez que
il y a un certain nombre d'économistes qui considèrent aujourd'hui que le travail devient une externalité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'est plus le problème de l'entreprise, que l'entreprise n'est plus que le lieu de réalisation de la performance. Seulement, pour être performant, il faut savoir où se produisent les compétences, où se produit le capital humain, le capital social des individus. Il se produit bien entendu dans la sphère privée, mais il y aurait tout intérêt à ce qu'il se produise dans une sphère plus organisée, plus civique, qui est largement, pour l'instant, dominée par les associations. Alors, pour prendre que deux chapitres importants, ça suppose, la généralisation de l'accès possible aux associations, car aujourd'hui, même si le bénévolat a énormément progressé, même s'il y a pratiquement un Français sur deux associations, on pourrait aller beaucoup plus loin. Pour aller beaucoup plus loin, il faudrait songer à passer d'un statut du bénévolat à un statut du volontariat. Au fond, c'est ce que fait un peu Martin Hirsch avec son agence civique, mais il faudrait que ce soit pris à l'échelle de quasiment toute une population. Donc on voit bien que dans la mesure où là, précisément, cette sphère produit à la fois de la compétence, à la fois de la capacité, mais des services aussi à la personne, indispensables, dans lesquels les individus coopèrent, etc. Donc on voit bien. Et je crois que cette matrice-là est une matrice, justement, de compétences, de créativité, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment la manière dont on finance et dont on arrive à faire vivre ça. Alors il y a beaucoup de pistes derrière ça, mais pour n'en prendre qu'une, essentielle, c'est évidemment la redistribution sur ce qui produit la réelle richesse. Si l'entreprise capte une richesse qu'elle ne produit pas, et si elle veut en bénéficier, elle doit nécessairement pouvoir la redistribuer. Et la redistribuer aujourd'hui, où les entreprises sont quand même dans une situation économique difficile, suppose de faire le pari suivant qui est très difficile à faire avec les syndicats, qui est de dire la question de l'entreprise ne peut plus être celle de l'emploi. L'entreprise ne peut plus être focalisée sur le fait qu'elle crée du travail et de l'emploi. Elle doit créer de la richesse. Et donc le deal, si je puis dire, le contrat, le pacte qu'il faudrait essayer de mener à bien, mais vous imaginez toutes les difficultés politiques, syndicales que ça représente, ce serait d'arrêter de continuer à faire vivre de l'emploi sur un mode artificiel, l'emploi décalé qui de toute façon va être supprimé. Il faudrait arrêter de faire des aides à l'emploi dans l'entreprise. Il faudrait laisser l'entreprise tranquille du point de vue de la manière dont elle utilise la masse de travail et mettre plein feu sur des redistributions sur une sphère qui assure effectivement une certaine sécurité, une certaine production des compétences, une production du capital humain et qui permettent après à l'individu, un peu comme sur un mode consultant, de travailler dans les entreprises. C'est une vision qui concerne ce que le sociologue américain Richard Florida appelait la creative class. Donc il y a déjà, en fait, 5-10% de la population qui vit comme ça, qui vit en consultance multicarte et qui, par ailleurs, se fait sa propre employabilité en dehors de l'entreprise et qui vend ses consultances, qui vend, etc. et qui vit très bien. Simplement, là, c'est 10% de la population. Il faut voir que la tendance, le méga-trend économique dans lequel nous sommes, que moi j'appelle le quaternaire, c'est-à-dire cette société dans laquelle le capital humain devient l'enjeu décisif, beaucoup plus que le capital financier, on voit bien dans le capital financier ce qui nous fait faire, ce qui nous amène dans le mur. Donc le vrai capital économique et le capital humain, à partir de ça, dans cette société quaternaire, c'est plus la société des 10%. C'est comment on monte en gamme et comment on monte de 10 à 20, à 30, à 40, à 50%, à 60%. Donc c'est ça l'enjeu. Donc c'est comment cette creative class s'élargit progressivement à l'ensemble de la population et quels moyens on se donne pour le faire. Ça suppose derrière effectivement toute une politique autour
de moi ce que j'appelle la production de l'individu et ce qu'on peut appeler les biens communs. Donc la connaissance, la santé, l'éducation. Et on voit bien que ce sont là les véritables terrains de développement du futur. Et pourquoi une problématique des biens communs? Eh bien parce que ces ressources de la production de l'individu ne peuvent pas être prises en charge par le service public, on le voit bien, et ne veulent pas d'ailleurs être prises en charge non plus par le marché et par l'entreprise privée. Parce que, pour prendre un exemple, l'entreprise privée veut bien traiter des prothèses de la hanche, mais elle ne veut pas entendre parler des maladies de longue durée. Donc, et pourtant, il faut bien, d'une certaine manière, apporter la santé à tout le monde. Et c'est l'intérêt, d'ailleurs, de la société que de pouvoir faire face à l'ensemble des dépenses de santé. Tout à fait. J'ai une conception du bien commun qui est un peu en amont, au fond, de ce qu'on appelle classiquement les biens communs à travers la non-rivalité, la non-excluabilité. Je pense qu'effectivement, la question du bien commun aujourd'hui, elle est d'abord dans la manière dont on trouve les moyens de produire les individus dans leur potentialité et surtout dans leur singularité. Et donc ça, c'est quelque chose qui suppose qu'on aille... c'est vrai, on peut aller vers la notion de capacité, mais en tout cas, qui suppose un dispositif qui ne peut pas être téléguidé ni par le public, ni par le marché. Et qui est forcément autour d'un processus de coopération et de délibération collective. C'est à travers cette affaire de délibération collective qu'on peut arriver à affirmer le bien commun. On peut conclure sur Rousseau, très belle phrase de Rousseau dans l'Émile. Rousseau disait « traitez-les en égaux afin qu'ils le deviennent ». Voilà, je pense qu'on peut dire ça pour chaque individu. Merci Roger.